Bonjour, merci Guillaume de m'avoir proposé de participer à cette journée. Donc le sujet, comme vous le voyez, est la statuaire équestre à Paris. Et d'emblée, je voudrais faire un distinguo entre la statuaire équestre et la statuaire animalière, la représentation équine, que je ne vais pas traiter parce que ce serait trop long et cela impliquerait des digressions d'historien ou d'historien de l'art, ou ce que vous voudrez, qui serait un peu trop long compte tenu du temps qui m'est imparti. Et déjà, parler de la statuaire équestre à Paris, ça nécessite pas mal de temps parce que c'est parler de la statuaire équestre pour toute la France, vous vous en doutez, et en bonne part pour l'Europe parce que Paris a su, plus que toute autre capitale en Europe, anticiper et incarner les modes du continent. Au commencement, il y avait un roi. La première statue équestre parisienne est une statue en bois qui était à Notre-Dame, au premier pilier de la nef après la croisée des transepts, donc, du transept. Et cette statue en bois représentait Philippe IV le Bel et avait été réalisée en remerciement de la victoire, enfin, pour rendre grâce à la Vierge, de la victoire de Mont-Saint-Pével menée contre les milices flamandes et qui s'était soldée d'ailleurs par un massacre des piétons absolument terrible par la chevalerie française. Cette statue en bois qui est restée jusqu'en août 92 ou peut-être en juin 93, on n'arrive pas très bien à dater la date de sa destruction, était donc un témoignage extrêmement précieux parce que c'était, semble-t-il, la première fois qu'en France on représentait à cheval un souverain et qu'en plus de ça, il était représenté en majesté, tout en armes, son cheval revêtu du caparaçon armorié des rois de France. Et donc, avec le temps, elle était devenue une relique remarquable qui, au titre de sa valeur patrimoniale, aurait pu être préservée au moins par Alexandre le Noir. Il n'en fut rien. Elle fut détruite. Et son modèle, et c'est ça qui est important, s'inspire d'une tradition italienne, déjà, mais une tradition italienne qui n'était pas celle des statues votives, mais plutôt des effigies funéraires. Dans les églises romanes, françaises ou espagnoles, dans les églises gothiques même, le chevalier, le seigneur est représenté gisant, les mains jointes, tout en armes peut-être, mais pas du tout à cheval, alors qu'en Italie, la tradition s'était installée dès le XIIIe siècle, et on a de nombreux exemples de monuments funéraires dans les églises, de grands seigneurs, voire de condottières. Armel Femla, dans sa thèse, a très bien sondé le sujet. Si ceux qui veulent l'approfondir pourront toujours se reporter à sa thèse. En fait, vous voyez que le cheval est représenté ici campé, absolument immobile. Le roi levant une main qui peut être interprétée à un geste de tempérance. Et ce modèle, cette espèce de cavalier vainqueur tempérant, est inspiré, lui, pour le coup, d'une statue antique. Et je vais insister sur elle, elle est à Rome, sur la place du Capitole. En fait, maintenant, elle est dans le musée du Capitole et c'est un des moulages qui est sur la place du Capitole. Le groupe de Marc Aurèle, hein, qui date du IIIe siècle, qui était en bronze doré, une statue absolument splendide, la première statue équestre, et non seulement la première, mais encore la plus importante, parce que plus qu'un modèle, ce sera une matrice. Toute représentation équestre jusqu'au XVIIe siècle s'inspirera à s'y méprendre, même, enfin je veux dire, geste pour geste, proportion pour proportion, de cette statue de Marc Aurèle. Et c'est vrai pour la sculpture, c'est vrai aussi pour la peinture. Je vous ai mis en exemple cette enluminure de Jean Bourdichon qui représente Louis XII sortant de la ville de Gênes, tout en armes, là encore. Alors évidemment, il n'a pas le geste salvateur de Marc Aurèle, mais il porte le bâton de commandement. Mais vous voyez que tout dans son attitude s'inspire du Marc Aurèle, donc un cheval passant, un cheval au passage, qui est un pas de parade, ou en tous les cas interprété comme tel
par les sculpteurs antiques. Et puis toujours ce geste qui est censé incarner la clémence du vainqueur, du triomphateur. Le mot, d'ailleurs, est plus juste, plus qu'un vainqueur, c'est un triomphateur. Cette matrice, ce modèle aura, comme je vous l'ai dit, une postérité tout à fait remarquable, alors qu'en France, on abandonne complètement le modèle de la statue équestre pour des raisons économiques et pour des raisons surtout d'incompétence technique. Alors qu'en Italie, comme vous le savez, la statue équestre envahit les places. Hein. Des sculpteurs comme Donatello, comme Verrocchio, comme Jean de Bologne, vont répandre sur les places des grandes cités italiennes non seulement les statues des princes, mais surtout celles des condottières qui défendent les intérêts des cités indépendantes. C'est le cas du Gattamelata à Padoue de Donatello. Gattamelata est un rude guerrier, au même titre que Colleoni à Venise. Sculpté par Verrocchio, Colleoni, juste ça veut dire le couillu. Ça vous donne une idée un peu du bois dont était fait ce condottière. En France, il faut attendre vraiment très tard, le XVIIe siècle, pour que les statues équestres sortent sur les places. Et à tout seigneur, tout honneur, c'est une Italienne, Marie de Médicis, qui va inaugurer cette tradition, l'importer en France, en commandant en 1634 à Jean Bologne et à Pietro Tacca pour le cheval, l'effigie équestre d'Henri IV. En 1614, j'ai dit 1634, excusez-moi, en 1614, 4 ans après la mort d'Henri IV, l'assassinat d'Henri IV, son épouse éplorée commande son effigie en majesté, une effigie comparable à celle du Marc Aurèle. Comme vous voyez, le cheval adopte exactement le même pas de parade, quant à Henri IV, tout en armes, lui aussi est dans une attitude de clémence, tête nue. C'est très important, tête nue, parce que c'est un message, là encore, pacificateur. On n'est pas armé. Et en plus de cela permet de reproduire les traits pour traits du monarque ou du triomphateur que l'on honore. Alors, si Henri IV, si le cheval d'Henri IV est au passage, c'est, comme je vous le disais, pour des raisons essentiellement techniques. Mais ce qu'il y a de plus important ici, c'est que en inaugurant le principe du cavalier sur la place publique, on inaugure également en France un modèle architectural qui est caractéristique de l'ancienne France, la place royale. En Italie, on parsème les piazzetta qui préexistent de statues équestres ou de statues tout court, alors qu'en France, on a une conception beaucoup plus monumentale et un programme politique beaucoup mieux défini. La place royale, qu'est-ce que c'est ? C'est un espace urbain, clos, en général. Ne vous dissipez pas, jeunes gens, s'il vous plaît. C'est un espace urbain, clos, dont l'architecture est ordonnancée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire en gros que toutes les façades sont à peu près semblables, ou en tous les cas, sinon semblables, construites selon un même modèle, disposant d'une même modénature. Elles sont scandées par des pilastres, les fenêtres sont toutes de même dimension, interviennent selon un rythme uniforme. Et le plan même de cette place doit faire office d'écrin, d'un écrin dont toutes les facettes, tous les pans seraient tournés vers un point central, l'effigie royale. Et vous avez ici la place Louis-le-Grand qui en est un parfait exemple. C'est une place octogonale car vous voyez les pans coupés au coin, hein, qui font un effet un peu de cirque comme ça, qui orientent toutes les vues depuis les constructions de la place vers une statue, l'effigie royale. Ce modèle urbain va se répandre dans toute la France parce que, outre le programme politique qui consiste à louer de manière monumentale, spectaculaire, en incitant à la componction, la gloire du souverain, elle a pour but aussi, cette place royale, d'uniformiser le territoire du royaume. Et cela surtout à partir du règne de Louis XIV. Donc,
Paris, qui est une ville rebelle, une ville un peu turbulente, très turbulente même. On crée 5 places royales. La place Dauphine, dont le dispositif est très particulier, j'y reviendrai. La place des Vosges, l'actuelle place des Vosges, qui est l'ancienne place dite royale. La place Louis-le-Grand, la place des Victoires, et plus tard la place de la Concorde, qui elle-même, comment dirais-je, adopte un parti tout à fait étonnant, puisqu'elle est très ouverte. Il n'est construite que sur un côté. Mais toutes ces places royales tournent autour d'une effigie royale, la plupart du temps une effigie équestre. Là encore, toujours au passage, toujours avec ce geste que vous voyez de Louis XIV, ici extrêmement clément, ce qui n'est pas le cas sur la place des Victoires, parce qu'il piétine les nations vaincues, enfin, qui s'agglutinent au piédestal. C'était une statue en pied à l'origine, place des Victoires. Mais toujours cette attitude du Marc Aurèle à s'y méprendre, hein, on n'a pas du tout innové de ce point de vue-là. On innove du point de vue politique, on n'innove pas du tout du point de vue statuaire. Pourquoi n'innove-t-on pas? Parce que le principal problème d'une statue équestre, c'est sa stabilité et sa fixation. Le passage, avec un diagonal enlevé et un diagonal en terre, l'avantage du passage, c'est que de très minces subterfuges permettent de trouver 3 points d'appui à la monture, au socle en fait, si vous voulez. Et pourquoi? Il est très simple, par exemple, quand vous prenez un cheval au passage, de coller sous le postérieur du diagonal enlevé un boulet de canon, un casque ou le bouclier de l'ennemi vaincu. Ce qui procure un 3e point d'appui à la sculpture, et en plus de ça, procure un 3e point d'attache à la terrasse. La terrasse, c'est pas véritablement le socle en pierre, hein. La terrasse, c'est, comment dirais-je, c'est le plat en bronze sur lequel repose la statue proprement dite. Tout ça est très important, évidemment. Le bronze pèse extrêmement lourd, et il faut assurer avant tout la stabilité du groupe. Or, en France, on ne sait pas le faire. Il y a des sculpteurs qui s'y sont essayés, notamment les Billard, Pierre et Fils, Pierre Billard Ier, Pierre II Billard, s'y sont essayés sans succès. Et il faut aller toujours chercher les innovations en matière de statuaire en Italie. Et c'est effectivement un Italien. Alors, j'y suis pas. Là, c'est pour vous montrer justement la statue de Louis XV à la fin du XVIIIe siècle, enfin au milieu du XVIIIe siècle, qui lui aussi est au passage. Alors évidemment, les graveurs ont beau jeu de vous montrer un diagonal parfaitement enlevé. En fait, il n'en est rien. Un mouvement de la terrasse permettait au postérieur droit du cheval de reposer et de procurer donc un 3e point de fixation. On représente donc toujours le cheval au passage, alors qu'en peinture, on s'émancipe du principe du Marc Aurèle et on commence à montrer les princes sur des chevaux cabrés, effectuant une levade, une pesade. Pourquoi? Parce que le cheval, qui est le trône symbolique, le trône métaphorique du prince représenté, est ici représenté dans une attitude beaucoup plus effarouchée, beaucoup plus imprévisible, qui met en valeur les qualités d'écuyer du prince, l'écuyer étant par métaphore un gouvernant, doué de tact, hein, bien monter à cheval, c'est bien gouverner les peuples, mais ça on peut le faire en peinture, on ne peut pas le faire en sculpture. Et c'est encore un Italien, Pietro Tacca, celui qui avait fait le cheval d'Henri IV, qui va innover en créant pour la première fois un cheval reposant sur ses postérieurs, avec là encore un subterfuge. En fait, il y a un 3e point d'appui, puisque la queue du cheval, le crin du cheval, vient non seulement reposer sur la terrasse, mais vient encore, et ce qu'on ne voit pas sur cette photo, j'aurais pu en prendre une derrière, mais je ne l'ai pas trouvé. Le crin du cheval vient enserrer l'entablement du socle en pierre, de manière à renforcer, si vous voulez, la tâche du cheval. Et c'est la première, la statue de Philippe IV d'Espagne sur la place d'Orient, est la première sculpture connue d'un monarque sur un cheval effectuant une pesade ou une levade. La plus connue peut-être, c'est le Cavalier d'airain de Saint-Pétersbourg, dont j'ai trouvé ici une photo ancienne qui me paraissait belle, puisqu'on voyait bien le monolithe sur lequel repose le Cavalier d'airain ou le Cavalier de bronze, enfin Pierre Ier, Pierre le Grand.
Vous remarquerez une chose, c'est que la queue, le crin du cheval, ne repose pas directement sur le socle, qui ici est un monolithe de granit, mais repose sur, le subterfuge est assez subtil, repose sur un serpent, qui est le serpent de la trahison, hein, les trahisons des boyards au tout début du règne de Pierre le Grand. Et en fait, ce serpent, qui est fixé en de multiples endroits sur le socle, attrape le crin du cheval de manière à produire ce troisième point de fixation. À partir du moment où on a réglé le problème du modèle, qu'on a réussi à s'émanciper du Marc Aurèle, eh bien, tout ce genre de statue va se multiplier. On en trouve jusqu'aux États-Unis. Alors qu'en France, il faudra beaucoup de temps pour que le modèle s'installe. D'abord, il faudra beaucoup de temps à cause de la Révolution française. Parce que toutes les statues équestres qu'il y avait à Paris, qui étaient exclusivement des statues royales, ce, cette représentation équestre du triomphateur étant le privilège des princes, toutes ces statues royales sont abattues, et cela dès la proclamation de la République en 1792. La journée même du 10 août, on commence à mettre à bas les effigies royales, les places royales. On n'a pas attendu 10 jours, 15 jours, on ne s'est pas posé la question de savoir s'il fallait au moins sauver, je ne sais pas moi, un chef-d'œuvre de Girardon, un chef-d'œuvre de Desjardins, un chef-d'œuvre de Bouchardon pour ce qui est de la magnifique statue de Louis XV. Non, on a tout fichu par terre tout de suite, sans attendre. C'est une attitude très, très, très française. Et, et donc, là encore, autre attitude française, c'est qu'une fois la tourmente révolutionnaire, la parenthèse, si je puis dire, refermée, après quelques millions de morts, eh bien, la monarchie restaurée s'est empressée d'effacer les traces des destructions. Et dès le retour des Bourbons, un programme est entamé de restitution des statues équestres d'avant la Révolution, et à commencer par cette statue de la place des Victoires, par Bozio, qui est un sculpteur de la Restauration, auteur de nombreux monuments, et dont je crois les groupes sculptés du cirque d'hiver, si je ne m'abuse. Et donc, ici, vous avez un Louis XIV qui est représenté donc avec ses appuis arrière exclusivement. Mais là encore, comme le Philippe IV d'Espagne sur la place d'Orient à Madrid, vous voyez que le crin non seulement repose sur la terrasse, on le voit très bien au centre, repose sur la terrasse, mais encore vient s'agrafer sur le socle métallique. Toute la difficulté, si vous voulez, je reviens juste sur le détail technique, c'est que le cavalier est plutôt en avant de l'animal, l'encolure étant en général euh, assez éclatée, assez musculeuse. Et donc ça veut dire que tout le poids en fait du bronze est reporté vers l'avant. Et c'est pourquoi c'était si compliqué de trouver suffisamment d'appui et d'attache pour maintenir notre cavalier d'aplomb. Sans quoi la majesté, évidemment, se serait évanouie, n'est-ce pas? Et donc, bah, en revanche, bon, on a restitué nombre de statues telles qu'elles étaient. Vous voyez ici l'inauguration du nouvel Henri IV sur la place Dauphine. Place Dauphine, dont je vous disais tout à l'heure qu'elle avait un dispositif, toute place royale qu'elle est, très particulière, parce que, comme vous le savez tous, probablement, la place Dauphine est construite en entonnoir. Donc l'effigie royale n'est pas au centre de cette place triangulaire, elle est au-delà du resserrement, de la pointe, si vous voulez, du triangle isocèle, enfin du triangle en tous les cas, et c'est la fuite des deux côtés qui se rejoignent sur le terre-plein du Pont-Neuf qui permet d'apercevoir la statue du roi. Où qu'on se trouve dans la place, on est évidemment orienté vers le point de fuite de la perspective ainsi créée. Et que voit-on à la fin de cette perspective? Henri IV, triomphant et clément, qui assure votre protection de sa bienveillance royale. La même, vous voyez, qui est absolument comparable. Je l'ai gardée parce que j'aime beaucoup les woke qui se sont amusés à balancer un pot de peinture sur le socle d'Henri IV. On ne sait pas quel crime contre l'humanité dont a pu se rendre coupable notre bon roi Henri, mais enfin, voilà, ça aussi c'est très français.
Une fois, le programme de restauration des effigies royales achevé, on aurait pu croire que, bon, la Révolution étant passée par là, la sécularisation du pouvoir étant passée par là, on n'en viendrait plus à ces statues équestres qui relevaient d'une divinisation du pouvoir et qui relevaient d'une majesté un peu surannée liée à l'absolutisme. En fait, il n'en est rien. Si pendant les années 1840-1850, l'Europe se couvre de statues équestres, qu'en France aussi, on en crée quelques-unes, notamment en mémoire des princes d'Orléans, des statues qui, évidemment, sont très très vite déboulonnées. Le modèle équestre ne se répand pas, contrairement aux Pays-Bas, à l'Allemagne, pas encore unifiée, mais enfin les principautés allemandes. Pourquoi ? Parce que en moins de 50 ans, la France a mis à bas 5 régimes, et que toute tentative de divinisation du pouvoir est non seulement déplacée, mais en plus parfaitement vaine, puisque un jour ou l'autre, une révolution surviendra qui mettra à bas la statue qu'on crée. Donc ça décourage pas mal les autorités, l'État, de lancer des programmes publics de sculptures équestres. En revanche, et c'est encore un paradoxe très français, la République laïque, la République qui rejette tout le passé monarchique avec une fureur dogmatique tout à fait exceptionnelle dans l'histoire de France, elle va s'adonner avec passion à la statuaire équestre, à la statuaire tout court. C'est-à-dire qu'à partir de 1871, à la chute du Second Empire en 1870 et après la guerre civile qui ne dit pas son nom, que fut la Commune, la France entière et Paris notamment vont se couvrir de statues. Parmi ces statues, beaucoup de statues équestres. De statues équestres qui auront des vertus célébratoires ou simplement décoratives. Des statues équestres de qualité d'ailleurs parfois très très secondaire, et qui n'auront pas à chaque fois comme objet, comme modèle, un monarque ou un triomphateur. Et quand on étudie cette statuaire postérieure à l'établissement de la Troisième République, on est assez frappé par les errements du programme politique. Jusque-là, la statuaire équestre, on va dire, procède d'une rigueur philosophique et politique inébranlable. À partir de la Troisième République, on ne sait plus trop ce qu'on fait, on ne sait plus si on doit le faire. Enfin, il y a plein de repentirs, d'allées et venues, de statues qui bougent, qui changent de place, qu'on place puis qu'on fait disparaître. C'est le cas notamment de Charlemagne et ses Leudes. Ces Leudes, ce sont ces guerriers fidèles qui ont juré fidélité au roi au départ, puisque Charlemagne est roi des Francs, puis empereur. Donc c'est une statue parfaitement anachronique du reste, puisque vous voyez Olivier et Roland, qui périssent tous les deux à Roncevaux. On reconnaît Roland à un Durandal qui pend à son côté et à l'Olifant sur l'autre hanche. Alors que Charlemagne est déjà empereur, vous voyez, il a une couronne impériale. Roland est déjà mort à Roncevaux depuis fort longtemps quand Charlemagne se fait couronner empereur. Donc déjà, rien que dans la représentation, on voit qu'on est un peu troublé, on ne sait plus trop quoi faire. Et alors ce Charlemagne qui a été commandé alors que règne l'ordre moral, puisque après la Commune, pendant quelques années, la République se fait sans les républicains, sont des monarchistes, si vous voulez, qui dirigent le pays. La République a beaucoup de mal à s'installer. Donc on commande un Charlemagne, père de la monarchie l'un des pères fondateurs de la monarchie française, sans trop se faire de soucis. Sauf que on ne sait plus où le mettre, parce qu'une fois qu'il est fondu, la majorité monarchiste à l'Assemblée nationale est fragilisée. Elle va disparaître en 1879. On se retrouve avec ces tonnes de bronze célébrant la monarchie éternelle, puis on ne sait plus quoi en faire. Alors on va le poser sur le parvis de Notre-Dame, sur un socle en bois. C'est vous dire qu'on ne sait vraiment pas trop quoi en faire. Alors le socle en bois, c'est des madriers évidemment d'1 mètre de section, parce que, pour poser ça. Et alors ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on envisage à une époque, une fois que la République est définitivement installée dans ses meubles, on va envisager de le bouger. Alors on voudrait le mettre dans un endroit plus discret, de préférence un des bois publics de Paris, Vincennes
ou Boulogne, sans se soucier d'ailleurs de la cohérence du programme. Qu'est-ce que ferait Charlemagne dans le bois de Boulogne, on se demande, mais enfin bon, peu importe. Et alors, il se trouve que des gens s'étaient installés dans le socle en bois de la statue qui était creux. Et au milieu de ces pièces de charpente titanesques vivaient quelques malheureux qui ont mis le feu. Et alors donc l'incendie est arrêté avant que le socle ne s'effondre, mais enfin bon, le truc était déstabilisé et n'ayant pas les moyens de déplacer la statue dans l'urgence, eh ben, on a décidé de reconstruire le socle en pierre. Et le pauvre Charlemagne est resté là où il n'aurait jamais dû être. Et voilà, ça vous donne une idée un peu des errances de ça. J'avais aussi sélectionné la Jeanne d'Arc de Frémiet parce que c'est un très très beau monument équestre, que lui aussi a une histoire absolument extraordinaire. Lui, c'est vraiment le monument expiatoire par excellence. Il est commandé en 73 à Frémiet. On est encore mal remis de la commune et de ce suicide français sous les yeux même des Prussiens qui occupent toutes les franges est de la capitale. Et donc, on en appelle aux vertus éternelles de la France. On veut montrer, on se rabat, si vous voulez, sur les icônes de l'histoire et de la grandeur inextinguible du pays. Et donc, évidemment, on invoque Jeanne d'Arc. Frémiet réalise une sculpture très, très émouvante que nous ne voyons pas dans sa version originale aujourd'hui. En fait, Jeanne, dont au départ les jambes sont assez écartées, Jeanne chevauchait un véritable cheval de trait, un trait lourd qui plus est. Et c'était pour montrer la rusticité de la sainte sauveuse du royaume. On voulait montrer que cette fille de paysan n'était pas arrivée sur un palefroid, ni sur un destrier prêt au combat, mais sur un véritable cheval de travail, ce qui aurait beaucoup plu à Bernadette Lisset. Et donc, ne ris pas Jean-Louis. Et évidemment, toute la bonne société a trouvé qu'il était absolument honteux de jucher la sainte nationale sur un cheval de travail, qui en plus l'obligeait à écarter les jambes de manière parfaitement indécente. Et donc, cédant à d'amicales pressions, Frémiet, une vingtaine d'années plus tard, a changé le cheval en resserrant les jambes de la cavalière et l'a juché sur un cheval de combat beaucoup plus conforme à l'idée qu'on s'en faisait à l'époque. Elle, en revanche, a trouvé sa place dès le départ. On l'a mise regardant les Tuileries, palais des rois, incendié par la Commune. C'est vraiment une œuvre expiatoire. Cette statuomanie a duré jusqu'à la guerre de 14. Elle concerne assez peu le cheval. Il y a évidemment beaucoup de chevaux qui sont représentés sur les palais officiels, le Grand Palais par exemple. Un certain nombre de chevaux sont disposés ici ou là à l'appui des ponts, sur les piles des ponts, etc. Mais assez peu de cavaliers pour les raisons que je vous disais, quelques-uns néanmoins, et pas toujours, donc des chefs de guerre, et notamment la dernière qui vous dit le chant du cygne de la statuaire équestre en France. L'une des dernières, c'est celle du peintre Horace Vernet. C'est rare de représenter un peintre à cheval. Déjà, c'est assez rare de représenter un peintre en France, mais un peintre à cheval, c'est encore plus rare. Vous savez que Vernet était un très très grand peintre de bataille. Pour tous les amateurs de chevaux qui sont là, je vous suggère d'ailleurs d'aller voir l'exposition au château de Versailles, parce que vous verrez la virtuosité du peintre en matière de représentation équine. Pour le reste, à vous de vous faire votre jugement. Mais donc, Henri le Duc se voit chargé en 1913 de représenter Horace Vernet à cheval. Là encore, atermoiement, un programme très mal défini. Horace Vernet, peintre national des gloires militaires de la France du XIXe siècle et de bien au-delà, puisque le premier roi que je vous ai montré rendait grâce de sa victoire à Mons-en-Pévèle, eh bien Horace Vernet peindra pour la galerie des batailles de Versailles la bataille de Mons-en-Pévèle. Donc, héros national, peintre national, chantre des gloires nationales. Vernet mérite sa statue, on la fond en 1913 sans savoir où on va la mettre. Enfin, on la conçoit en 1913, on la fond en 1920. En 1920, on sait encore moins où la mettre que lorsqu'on a commandé au sculpteur le modello. Et donc, on la met dans un des jardins de l'oratoire du Louvre. Vous voyez l'oratoire du Louvre, cette petite église, enfin ce temple aujourd'hui,
qui nous tourne le dos rue de Rivoli, dont on ne voit que le chevet, avec des jardins très chiches. Alors vous imaginez ce cavalier, comme son cheval est comme au box, en fait. Hein, enfin, bon. Donc on trouve ça évidemment absurde. Il est censé, là, prendre des croquis sur le vaste panorama saharien de la bataille d'Isly. Donc là, pareil, enserré dans les jardinets de l'oratoire du Louvre, il a l'air parfaitement grotesque. Inutile de regarder au loin Horace, ton horizon est bouché. Donc on déplace la statue, et la statue a tout simplement fini dans les réserves du château de Versailles, d'où on l'a sortie aujourd'hui pour l'exposition, mais elle y retournera vite fait, croyez-moi, une fois l'exposition terminée. Ce qui prouve bien, là encore, que le programme de la statue équestre au lendemain de la Première Guerre mondiale est complètement périmé. Et comme le disait Guylaine Boucher, en fait, ce conflit, cette Première Guerre mondiale, a vraiment mis un terme à la civilisation équestre occidentale. Sauf. Alors, ce qui a aussi mis un terme à la civilisation équestre occidentale, c'est qu'en 1900, non, enfin, c'est en tout cas à la statue Omani, ça c'est sûr, c'est en 1942 l'envoi à la fonte d'une grande partie des statues parisiennes. Je ne sais pas si vous savez, mais le ministre de la production industrielle, qui s'appelait Leuil II, Monsieur Leuil II fait voter une loi de réquisition en octobre 1941 qui donc envoie à la fonte, au profit des Allemands, tout un tas de statues en bronze, 144 des 860 statues en bronze de Paris, et donc parmi elles le centaure de Bari. Je voulais terminer avec cette ultime statue équestre. On n'en fait plus, sauf que celle-ci, qui avait été commandée juste avant la guerre à Robert Wlérick, ne sera posée qu'en 1951 pour des raisons multiples. D'abord, elle n'est pas achevée à la déclaration de guerre en 1939. Wlérick meurt en 1944. Et cette statue est néanmoins hissée sur son socle en 1951. Ce pourrait être une anecdote. Elle vient fermer la perspective de l'école militaire où lui fait face la statue de Joffre, elle, installée dans les années 30. Elle est importante, pourquoi ? Parce que même si la statuaire équestre a définitivement disparu des préoccupations édilitaires ou gouvernementales, cette statue éminemment républicaine du vainqueur de la Grande Guerre est disposée exactement comme une effigie royale. Ce prince de guerre, ce chef de guerre découvert, comme tous les monarques avant lui, toise sa ville depuis une éminence, la colline de Chaillot. Il la toise depuis un socle haut de 8 mètres, ce qui est exceptionnel. Et enfin, il la toise depuis sa monture, ce qui fait de lui un prince à l'exemple du Henri IV qui avait inauguré cette tradition. Merci.